Il y a des mots qui marchent droit, bien coiffés, presque timides. Et puis, il y a ceux qui débordent, ceux qui claquent, qui heurtent, qui déchirent l'air comme une porte qu'on claque. La vulgarité appartient à cette seconde famille. Elle ne s'excuse pas, elle surgit. Elle n'est pas seulement un écart de langage, elle est un geste, une posture, parfois une faille. Mais que dit-elle vraiment de celui qui l'emploie? La tentation serait grande de condamner d'un bloc, de la ranger du côté de l'inculture ou de la brutalité. Pourtant, la vulgarité est plus subtile, plus ambivalente. Elle est à la fois chute et cri, relâchement et vérité, pauvreté du langage et excès d'émotion. Elle n'est pas seulement une faute contre le bon goût, elle est souvent un symptôme, car parler, c'est toujours se situer. C'est choisir une distance avec le monde, une manière d'habiter la relation à l'autre. Le langage est une architecture invisible. Il dessine les contours de notre rapport au réel. La vulgarité, en ce sens, est une rupture dans cette architecture. Elle fissure la façade, elle expose la charpente. Elle dit quelque chose que les mots polis ne savent plus contenir. Chez certains, elle est une manière de s'imposer, elle fait irruption comme une force. Elle coupe court à la nuance, elle écrase la discussion, elle impose un territoire. Celui qui use de vulgarité dans ce registre ne cherche pas à convaincre. Il veut marquer, impressionner, parfois dominer. Il transforme le langage en un instrument de pouvoir. La phrase n'est plus un pont, elle devient un coup. Mais il serait trop simple de s'arrêter là, car il est des vulgarités qui ne dominent pas, elles débordent, elles naissent d'une émotion trop grande pour les mots ordinaires. La colère, la douleur, la fatigue, l'injustice ressentie cherchent une issue et la trouvent dans ces mots bruts, presque primitifs. Comme si le langage soudain retournait à son origine la plus archaïque, là où le cri précède la syntaxe. Nietzsche, qui se méfiait des langages trop lisses, voyait dans certaines formes de rudesse une vitalité que la bienséance étouffe. Il y a dans la vulgarité une énergie brute, une manière de refuser les conventions trop étroites. Elle peut être une protestation contre l'hypocrisie sociale, contre les discours trop policés qui dissimulent plus qu'ils ne révèlent. Elle est alors un refus, celui de jouer un rôle. Mais ce refus a un prix. Car la vulgarité simplifie, elle écrase les nuances, elle remplace l'imprécision par l'impact. Elle substitue l'intensité à la justesse. Là où le langage pourrait explorer, distinguer, éclairer, elle tranche, elle réduit, elle fige, elle donne l'illusion de dire plus fort, mais souvent elle dit moins bien. Ce qu'elle gagne en volume, elle le perd en profondeur. Celui qui s'y habitue finit parfois par appauvrir son propre monde intérieur. Les mots ne sont pas de simples outils, ils sont des instruments de pensée. Réduire ce vocabulaire, c'est souvent réduire sa capacité à percevoir les nuances du réel. La vulgarité répétée devient alors une prison discrète. Elle enferme celui qui la prononce dans une perception simplifiée du monde. Et pourtant, elle persiste. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle touche à quelque chose de profondément humain, le besoin d'authenticité. Dans un monde saturé de discours calibrés, de communication maîtrisée, de paroles stratégiques, la vulgarité a parfois paraît comme un éclat de vérité. Elle donne le sentiment d'un accès direct à l'émotion sans filtre, sans masque. Mais est-ce vraiment la vérité? Où commence son simulacre? Car l'authenticité ne consiste pas à dire tout ce qui vient, comme ça vient. Elle exige au contraire un travail intérieur, une mise en forme, une fidélité à ce que l'on ressent sans renoncer à le comprendre. La vulgarité, lorsqu'elle devient réflexe, court-circuite ce travail. Elle donne l'illusion de la sincérité, mais elle en évite l'effort. Il y a chez celui qui parle avec soi une forme de respect. Respect de soi d'abord, ne pas se laisser envahir entièrement par l'émotion brute. Respect de l'autre ensuite, lui offrir des mots qui ouvrent plutôt que des mots qui ferment.
Le langage devient alors un lieu de rencontre et non un champ de bataille. Cela ne signifie pas qu'il faille bannir toute rudesse, toute aspérité. Une langue trop lisse est souvent une langue morte. Il faut parfois des mots qui piquent, qui dérangent, qui réveillent. Mais la différence tient dans la maîtrise. Ce n'est pas la présence de la vulgarité qui dit tout, c'est la manière dont elle surgit. Choisie ou subie, ponctuelle ou systématique, expressive ou agressive. En ce sens, la vulgarité est un révélateur. Elle dévoile un rapport au monde. Elle dit les manières dont un individu habite ses émotions, dont il considère autrui, dont il se situe dans l'espace social. Elle peut trahir une violence intérieure, une fatigue, une révolte, une insécurité. Elle peut aussi signaler une désinvolture, une volonté de rupture ou simplement que l'habitude acquise sans réflexion. Peut-être faut-il alors regarder non comme une faute morale absolue, mais comme une question adressée à celui qui parle. Que cherches-tu à dire vraiment derrière ces mots-là? Quelle émotion, quelle tension, quelle vérité tente de se frayer un passage? Car au fond, la vulgarité n'est jamais qu'un langage qui a perdu patience. Et si elle nous dérange, c'est peut-être parce qu'elle nous rappelle quelque chose de nous-mêmes. Cette part où le langage hésite, où la pensée se trouble, où l'émotion déborde. Elle est une ombre portée à notre humanité. Reste savoir ici si nous voulons y demeurer, ou apprendre lentement à lui donner une forme qui élève sans la trahir.